Il y a des crimes qui choquent, il y a des crimes qui révoltent, et puis il y a des crimes qui glacent, parce qu'ils révèlent quelque chose d'insupportable sur la nature humaine. Michel Fourniret appartient à cette troisième catégorie, pas parce qu'il était le plus violent de l'histoire criminelle française, mais parce qu'il a opéré pendant 20 ans, avec la complicité active de sa femme, 2 êtres, un pacte criminel, des dizaines de victimes. Aujourd'hui on entre dans leur tête. Et ce qu'on y trouve est plus troublant que n'importe quel roman noir. Reste jusqu'à la fin. La dynamique psychologique de ce couple est unique dans l'histoire criminelle mondiale. Bienvenue sur Dans la tête du crime. Ici, on analyse la psychologie derrière les crimes les plus marquants de France. Comprendre pourquoi, pas seulement quoi. Pas de sensationnalisme, pas de voyeurisme. 3 analyses par semaine, c'est parti. Partie 1, les racines d'un prédateur. Pour comprendre Michel Fourniret, il faut remonter à l'enfance. Né le 4 avril 1942 à Sedan, dans les Ardennes, Michel grandit dans une France dévastée par la guerre. La misère, l'instabilité, une famille dysfonctionnelle où l'affection est rare et la violence ordinaire. Très tôt, il développe ce que les psychiatres appellent une fixation sexuelle déviante, une attirance exclusive pour les jeunes filles vierges. Cette fixation, ancrée dès l'adolescence, ne disparaîtra jamais. Elle va au contraire se renforcer, se rigidifier, devenir l'axe central de toute sa personnalité. À 18 ans, il est condamné une première fois pour agression sexuelle sur mineur. Ce ne sera pas la dernière. Entre 1966 et 1984, il cumule plusieurs condamnations pour des faits similaires. Il passe des années en prison. Et c'est en prison, précisément, que tout bascule. Partie 2. La rencontre qui change tout. En 1984, Michel Fourniret est en prison. Il répond à une annonce de correspondance dans un magazine catholique. De l'autre côté, Monique Olivier, une femme de 34 ans, profondément instable, marquée par une enfance traumatique et des années de violence conjugale. Une femme qui cherche, désespérément, quelqu'un qui la comprenne, qui l'accepte, qui la veuille. Ce qui se passe ensuite est cliniquement fascinant et profondément troublant. Fourniret et Olivier développent ce que les psychiatres appellent une folie à 2, ou plus précisément, une symbiose pathologique. 2 personnalités brisées, qui se trouvent, se reconnaissent et fusionnent dans quelque chose de plus sombre que chacun séparément. Fourniret offre à Monique ce dont elle a désespérément besoin. De l'attention, de l'importance, un sentiment d'exister. En échange, Monique lui offre quelque chose d'inestimable pour lui, une complice. Ils se marient en 1987, à la sortie de prison de Fourniret. Monique a accepté un pacte explicite avant le mariage. Elle aidera Michel à assouvir ses pulsions. En échange, il lui promet de ne jamais la tromper. Un pacte criminel déguisé en serment de fidélité. C'est peut-être l'élément le plus glaçant de toute cette affaire. Partie 3. Le château de l'horreur. Le couple s'installe dans les Ardennes belges, dans un château isolé qu'il baptise Le Sautou. Loin des regards, loin des voisins, loin du monde. C'est là que Michel Fourniret va opérer pendant près de 20 ans. Ses victimes, principalement de jeunes femmes et adolescentes, sont attirées dans un piège soigneusement orchestré. Monique joue souvent le rôle de l'appât, une femme rassurante, non menaçante, qui demande de l'aide ou propose de l'aide. Le mécanisme est toujours le même. Monique aborde une jeune femme seule. Elle inspire confiance, c'est une femme, une mère. Elle propose un trajet, une aide, la victime monte, et Fourniret attend. Entre 1987 et 2003, Michel Fourniret tue au moins 9 personnes confirmées. Certains enquêteurs pensent que le nombre réel est bien plus élevé. Des victimes dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Des affaires non résolues qui pourraient lui être attribuées. Fourniret lui-même, avant sa mort, a avoué par bribes, livrant des informations avec un calcul froid, comme si chaque aveu était une monnaie d'échange. Ce qui est cliniquement remarquable dans le profil de Fourniret, c'est la structure de sa personnalité. Les psychiatres qui l'ont évalué s'accordent sur plusieurs traits dominants. Un narcissisme pathologique, il se perçoit comme supérieur, unique, incompris. Une absence totale d'empathie. Ses victimes ne sont pas des personnes pour lui, elles sont des objets au service de sa satisfaction. Et une intelligence froide, calculatrice, qu'il utilise pour manipuler son environnement. Ces interrogatoires ont duré des années. Il ment, il teste, il négocie. Même face aux enquêteurs, il cherche à dominer. Pendant 17 ans, le couple tient. Monique couvre, protège, participe. Mais en 2003, tout s'effondre. Une tentative d'enlèvement échoue. Fourniret est arrêté. Et Monique, face aux enquêteurs,
face à la réalité de ce qu'elle a fait, commence à parler. La trahison de Monique Olivier est elle-même un sujet d'étude psychologique fascinant. Pourquoi parle-t-elle? Pas par remords, du moins pas initialement, mais parce que le lien qui la maintenait sous l'emprise de Fourniret commence à se fissurer. Parce qu'elle réalise que la protection qu'elle croyait avoir n'existe pas. Et parce que, quelque part, elle cherche peut-être à exister autrement qu'à travers lui. Le procès de 2008 est un moment historique dans la justice française. Fourniret et Olivier sont jugés ensemble pour plusieurs meurtres. Fourniret se présente comme un être exceptionnel, incompris, supérieur à ses juges. Monique oscille entre aveu et rétractation. Tous deux sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Fourniret mourra en prison le 10 mai 2021, à 79 ans. Monique Olivier, elle, continue de livrer des informations. Au compte-gouttes, calculant chaque révélation. Elle est aujourd'hui considérée comme la clé de plusieurs affaires non résolues. Partie 5. La question que personne ne pose vraiment. L'affaire Fourniret soulève une question que les médias évitent soigneusement. Comment une femme, une mère, devient-elle la complice active d'un tueur en série? La réponse psychologique est complexe et dérangeante. Monique Olivier n'est pas une victime passive, mais elle n'est pas non plus une prédatrice indépendante. Elle est le produit d'une emprise. Un mécanisme psychologique bien documenté par lequel une personnalité dominante prend progressivement le contrôle d'une personnalité vulnérable. L'emprise fonctionne par étapes. D'abord l'isolement, couper la personne de ses soutiens extérieurs. Ensuite, la dévalorisation, détruire progressivement l'estime de soi. Puis la dépendance, créer un besoin total de l'autre pour exister. Et enfin, la complicité, impliquer la personne dans des actes qui la rendent prisonnière du secret. À chaque étape, Monique Olivier a perdu un peu plus de sa capacité à résister, à refuser, à partir. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication clinique qui nous force à regarder comment l'emprise fonctionne, pas seulement dans les cas extrêmes, mais dans des milliers de relations toxiques ordinaires. Michel Fourniret n'est pas une anomalie incompréhensible. C'est un prédateur construit par une enfance brisée, renforcé par des années d'impunité, et rendu possible par une société qui a trop longtemps minimisé la dangerosité des récidivistes sexuels. Et Monique Olivier n'est pas simplement un monstre. Elle est l'illustration clinique de ce que l'emprise peut faire à un être humain. Le transformer progressivement en quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé devenir. Ce qui rend cette affaire unique dans l'histoire criminelle française, c'est précisément cette dimension de couple. Deux êtres qui se sont trouvés dans leurs brisures respectives. Et qui ont construit ensemble quelque chose qu'aucun des deux n'aurait peut-être accompli seul. Comprendre, ce n'est pas excuser. C'est refuser de se contenter de « ce sont des monstres ». Parce que cette réponse facile nous empêche de voir ce que cette affaire révèle vraiment. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, abonne-toi. 3 analyses par semaine. Et dis-moi en commentaire, selon toi, Monique Olivier est-elle une victime ou une criminelle à part entière? C'est l'une des questions les plus débattues par les criminologues français. Je lis tous les commentaires. À très bientôt.